Bonjour. Pour Freud, il existe deux voies d'accès à l'inconscient. Le rêve à travers ses images et le langage à travers ses actes manqués. Deux voies par lesquelles se voit trahie la part la plus cachée de nous-mêmes. Une trahison dont l'analyste se saisit pour éclairer notre psychisme. Nous sommes en 1916 lorsque André Breton découvre les théories freudiennes. Il est alors médecin au centre neuropsychiatrique de Saint-Dizier dans la Haute-Marne. Et là, dans cette ville marquée autant par la métallurgie que par les crèmes glacées, il reconnaît l'influence déterminante de ces lectures sur sa pratique de l'écriture automatique. L'écriture automatique qui consiste alors à obtenir un débit écrit aussi rapide que possible, ce qui limite autant que faire se peut la part réflexive et critique dans la production manuscrite. Ces sortes d'improvisation se voient dès lors chargées de sens, un sens pénétrable, possiblement éclairé par le cadre théorique qui est proposé par le père de la psychanalyse. Le surréalisme est né, contemporain donc de l'introduction en France de la psychanalyse, laquelle va se heurter, on le sait, à de très fortes résistances du milieu médical. Et pourtant c'est elle, la psychanalyse, qui sera en quelque sorte la caution scientifique des surréalistes pour soutenir leur mouvement. Exit la voie des esprits, bonjour la libre association et ce qu'elle peut nous révéler de notre inconscient. En 1924, à travers leur manifeste, les surréalistes rendent hommage à Freud, qui a su attirer l'attention sur ce pan essentiel de l'activité humaine, le rêve. Traduit en 1926, l'interprétation des rêves va fortement influencer André Breton. Plusieurs surréalistes entament une psychanalyse, l'automatisme psychique prend son envol, le gribouillage, longtemps refoulé au profit d'un apprentissage très académique du dessin, est paré de vertus expressives et s'offre à l'interprétation. Et puis c'est la naissance du cadavre exquis, ce jeu d'écriture ou de dessin collectif qui fait intervenir le hasard et qui laisse la bride sur le cou à l'imaginaire des participants. Le jeu du cadavre exquis a donné lieu à de nombreux livres, tableaux et même à des films et à des bandes dessinées. Dans la palette des techniques utilisées par les surréalistes, la pareidolie joue un rôle essentiel. La pareidolie, vous vous dites que vous ne savez pas ce que c'est, et pourtant vous y avez eu recours très souvent dans votre enfance. Vous vous êtes évadé très loin dans votre imaginaire grâce à elle. Et aujourd'hui encore, dans vos moments de rêverie, elle vous offre des visions surprenantes. La pareidolie, c'est cette tendance naturelle, instinctive que nous avons tous à trouver des formes familières dans des images a priori désordonnées. Des nuages, des veines dans le carrelage, une ombre que le vent met en mouvement sur un mur ensoleillé, les gribouillages du cryptergon, les éclats colorés de la lécanomancie et jusqu'aux méthodes projectives plus connues que sont par exemple le Rorschach. Utilisé comme outil projectif, la pareidolie repose, comme en psychanalyse, sur l'association libre de nos pensées et nous éclaire sur notre vie psychique inconsciente. Alors pourquoi diable vous parler de la pareidolie alors que nous sommes dans une série consacrée à l'esprit critique? Eh bien tout bonnement parce que certaines personnes pourraient se laisser abuser par leur production. En effet, si votre regard fixe paisiblement l'ombre d'un feuillage sur un mur blanc et que soudain, vous découvrez dans la forme de cette ombre le profil d'un personnage que vous connaissez, si vous trouvez cela étonnant ou amusant, si cela vous apporte du plaisir, alors je vous en prie, faites-vous plaisir. Mais n'allez surtout pas vous convaincre que parce que vous êtes dans un état d'attention flottante, donc dans un état de conscience un peu modifié, n'allez pas vous convaincre que ces images vous viennent
d'un autre monde, hormis celui de votre imaginaire. Vous n'avez pas de don de voyance. Votre arrière-grand-mère n'est pas en train de se manifester sur le mur à travers cette ombre pour vous envoyer un message. Et l'avenir n'est pas en train de se dévoiler à vous à travers ces signes. Permettez-moi maintenant d'aller plus loin. J'ai cité quelques supports propres à déclencher les associations de la pareidolie. Je peux très bien ajouter le marc de café, les reflets de la boule de cristal, la neige télévisée, ainsi que de très nombreux rituels dans lesquels la fixation visuelle offre inévitablement des productions surprenantes. Or, les productions en question n'appartiennent qu'à l'univers psychique de celui qui les produit. Et donc, à moins de vouloir simplement vous faire plaisir pour justifier le montant de la consultation de voyance ou de médiumnité, la personne qui est en train de vous annoncer votre avenir ne fait que verbaliser des productions qui lui appartiennent. D'un côté, la tromperie délibérée, de l'autre, une confusion sur le destinataire des productions. Alors ces productions ont deux sources principales. La première source, c'est celle du désir. Nous voyons dans le support ce que nous désirons voir. Un visage chéri, un proche disparu, un bien matériel que nous aimerions acquérir, une situation que nous aimerions voir se réaliser, une ressource dont nous voudrions disposer ou encore l'issue positive d'un rituel. Donc, rien que de très classique. La seconde source possible, c'est celle de la projection, au sens très psychanalytique du terme, à savoir l'expulsion de nous d'une part insupportable de nous dont nous nous débarrassons, dont nous nous déchargeons par la vision sur le support. La fonction de la décharge est ici à la manœuvre. Alors la pareidolie nous parle de nous, de nos désirs et du tréfonds de notre âme. Elle peut apporter soulagement, évasion, plaisir, changement. Elle peut aussi être utilisée comme un redoutable outil d'influence et de manipulation quand elle sert de support à une personne mal intentionnée ou tout simplement ignorante de ce qui est à l'œuvre. À bientôt.